Bonjour à tous, ceux qui viennent d'arriver. Voilà, on va activer nos micros une bonne fois pour toutes. Ça nous fait très plaisir d'être là aujourd'hui pour ce sujet sur les IGSS. Et vous êtes nombreux à participer, ça fait plaisir et on voit que c'est un sujet qui touche tout le monde. Voilà. Donc on va passer une demi-heure, 3/4 d'heure ensemble, en fonction des explications qu'on aura avec vous. Ça peut prendre entre une demi-heure et 3/4 d'heure. Et puis ensuite, on finira par une série de questions. Pour ce webinar, on est 3 du côté de Fortify. Je suis accompagné de Clémence. Et je te laisse te présenter, Clémence. Bonjour à tous. En effet, je m'appelle Clémence de Soncé, je travaille chez Fortify au service conseil RH. Je vais laisser Alexandre détailler un petit peu plus qui nous sommes, ce que nous faisons chez Fortify, mais en tout cas, voilà, j'aurai l'occasion d'intervenir au cours de notre échange. Et bonjour à tous, moi je suis Géraldine Jourdan et je suis chargée de communication chez Fortify. Donc je participe à l'organisation des événements tels que les webinars. Voilà, donc Géraldine, que vous avez pu voir potentiellement sur plusieurs événements, salons, quand on fait des interviews clients, toutes les communications et sur tous les webinars aussi, elle s'occupe d'organiser derrière en régie tout le webinar. Donc, on va présenter ce webinar tous les trois, avec pour la partie opérationnelle, Clémence et moi. Je ne connais pas tout le monde. Il y a beaucoup d'entre vous qui sont clients, et puis une bonne partie également qui ne sont pas clients Fortify. Donc, ça sera l'occasion aussi de se découvrir. Et donc, on est ici réunis sur un sujet qui vous intéresse pas mal. Il y a beaucoup de participants par rapport à nos derniers webinars, donc ça fait plaisir. On va parler des IGSS. Et donc les IGSS, c'est effectivement un sujet qui nous touche tous, RH. La problématique aujourd'hui, c'est comment récupérer, comment assurer le recouvrement efficace des IGSS. Voilà, il y a un sujet qui revient toujours. Et là, on sent que pour ce début d'année, c'est quelque chose qui va vous tenir. Pourquoi pas pour financer des projets annexes. Le fait de récupérer de la trésorerie, ça permettra de financer des projets. Ou bien tout simplement de constater qu'on a une gestion qui pourrait être améliorée. Et donc, l'idée, c'est de vous donner les astuces, la bonne méthodologie pour gérer efficacement et simplement vos IGSS au quotidien. Donc, on va avancer ensemble sur le webinar. Au programme aujourd'hui, on va d'abord parler en une slide très rapide, puisque beaucoup nous connaissent, de Fortify et de notre lien avec les IGSS. C'est important de poser le contexte et de vous dire pourquoi aujourd'hui on vous parle de ça. Deuxièmement, effectivement, pourquoi on vous parle des IGSS, pourquoi on fait ce webinar aujourd'hui, dès le début d'année, et ensuite on ira sur le fonctionnement des IGSS. On regardera ensemble les impacts des IGSS avec pas mal de chiffres clés, de chiffres qui peuvent être alarmants, qui peuvent poser des questions et sur lesquels on a une véritable action à mener. On poursuivra sur la gestion efficace des IGSS. Donc là, on vous donnera une vraie méthodologie pour aller récupérer les IGSS que l'on n'arrive pas à recouvrir. Et puis aussi au quotidien pour gérer, suivre le long cours, qui est une phase importante de la gestion des IGSS. Et ensuite, on gardera le meilleur pour la fin. On ne vous en dit pas plus pour l'instant. On va attaquer, je vois Géraldine que ça rentre encore, donc ça y est, on a passé la trentaine de participants, ça fait plaisir. Bonjour à ceux qui nous rejoignent, on a commencé les présentations, vous n'avez rien loupé sur le fonctionnement des IGSS, donc ne vous inquiétez pas. De toute façon, en préambule, on vous le dit, le replay a été lancé et donc on vous l'enverra à l'issue du webinar. Donc vous aurez le replay et puis vous aurez aussi toutes les réponses aux questions qui ont pu être posées pendant le webinar. J'en profite du coup, n'hésitez pas, dans le fil de conversation, posez toutes les questions que vous avez au fur et à mesure. Celles qu'on peut traiter, on y répondra et sinon on vous fera un joli message derrière pour répondre à toutes les questions. Voilà, donc revenons au sujet principal, les IGSS. Qui nous sommes, Fortify, pour parler des IGSS? Comment nous sommes légitimes pour parler des IGSS? En deux mots, pour ceux qui nous connaissent et aussi pour ceux qui ne nous connaissent pas, Fortify en est spécialisé
en ressources humaines. Et donc, on intervient sur toutes les fonctions paye, administration du personnel et ressources humaines. Voilà. On a effectivement 3 activités chez Fortify. La première activité qui va être l'installation de nos logiciels de paye, logiciel administration du personnel et gestion des talents. Et puis, on va avoir une deuxième activité qui sera l'externalisation des processus RH. Donc, beaucoup d'entre vous sont avec l'équipe externalisation de la paye pour confier la gestion de la paye au quotidien à nos experts. Et puis, troisième métier chez Fortify, le métier du conseil RH. Donc, le métier qui est occupé par Clémence et donc directement en lien avec les IGSS. Voilà, donc pourquoi aujourd'hui on parle des IGSS, c'est une problématique quotidienne de nos clients, mais aussi de Fortify. Hein. Toutes les entreprises françaises sont touchées par les IGSS. Les entreprises qui pratiquent la subrogation le sont encore plus. Donc vous êtes aujourd'hui nombreux à pratiquer la subrogation. Parce qu'évidemment, si vous ne la pratiquez pas, le webinaire est un peu moins centré sur vous. Mais effectivement, vous êtes aujourd'hui nombreux à pratiquer la subrogation. Donc, pour la suite, hein, pourquoi ce webinaire c'est très simple. Les IGSS et donc la subrogation que vous pratiquez, elle peut avoir plusieurs objectifs. On pratique la subrogation pourquoi? Pour améliorer la marque employeur. Et ça, c'est un enjeu important pour vous, les RH, puisque la marque employeur permet de fidéliser les collaborateurs, d'être attractif lors des campagnes de recrutement et de favoriser le bien-être et donc la présence. Et donc pour cela, un des leviers de la marque employeur peut être la subrogation. Aujourd'hui en France, hein, petite stat, on y reviendra tout à l'heure, aujourd'hui en France, 60% environ des entreprises pratiquent la subrogation. Donc ça, c'est une stat importante. Donc vous êtes nombreux à la pratiquer. Donc c'est une problématique qui nous touche au quotidien. Et donc la marque employeur fait partie des enjeux de la subrogation. C'est pas la seule problématique qu'on va identifier aujourd'hui. La subrogation, elle connaît un levier au désavantage de l'entreprise, c'est que l'entreprise va avancer une certaine somme en trésorerie. Et donc, on va constater des écarts de trésorerie. Et donc, c'est important d'avoir une gestion fiable des IGSS. Et ça, donc, c'est la préoccupation des dirigeants, c'est la gestion de la trésorerie. Donc, vous voyez, on vient de voir 2 préoccupations. Hein. Celle des RH, qui est la marque employeur, qui est de gérer tout le personnel, et puis celle des dirigeants, qui est d'allier un petit peu tous les postes de l'entreprise, et donc de faire attention à la trésorerie. Donc, d'où l'importance d'avoir une gestion très fiable des IGSS. Donc, le constat, il est simple. Aujourd'hui, vous êtes nombreux à vouloir optimiser la gestion courante de vos IGSS et au-delà de ça, vouloir récupérer les IGSS qui sont effectivement bloqués et pour lesquels on constate un écart de remboursement. Je passe la main à Clémence pour la suite. Bonjour à tous. Ceux qui n'étaient pas là en préambule, en effet, je m'appelle Clémence de Soncé, je travaille au conseil RH chez Fortify. Et donc, forcément, le sujet des IGSS fait partie de mon quotidien. Alors, peut-être un petit rappel sur ce que c'est, sur la notion de maintien de salaire déjà. En fait, en cas d'arrêt maladie, en cas de maternité, en cas d'accident du travail, peu importe, quand il y a une impossibilité pour le salarié de travailler et donc de percevoir un salaire de par son employeur, il y a la sécurité sociale qui verse des indemnités journalières. Évidemment, il faut rentrer dans le cadre de ces indemnités journalières et dans la possibilité de les recevoir, mais la plupart des collaborateurs en France perçoivent des indemnités journalières lorsqu'il y a un arrêt maladie, une maternité, un accident du travail, enfin voilà, une impossibilité de travailler. À ce moment-là, la sécurité sociale verse des indemnités journalières aux salariés et l'employeur peut ou doit, en fonction des conventions collectives, des accords d'entreprise, verser un complément de salaire pour justement pallier à cette baisse de rémunération, puisque les indemnités journalières
sont calculés évidemment différemment de la rémunération classique, de par les payes qui sont faits par vos équipes. Et donc, parfois, il y a un besoin de maintenir la rémunération pour ne pas perdre en pouvoir d'achat. Et ça, encore une fois, il faut aller voir vos accords, il faut aller voir les conventions collectives, ce qu'elles disent sur le sujet. Ça, c'est ce qu'on appelle donc le maintien de salaire, quand l'employeur verse un complément de rémunération à la somme que la sécurité sociale verse aux salariés. Il y a une deuxième notion importante qui est la notion de subrogation. Alors, Alexandre en parlait tout à l'heure sans vraiment l'expliquer évidemment puisqu'on en vient. La subrogation, c'est quand la sécurité sociale verse ces mêmes indemnités journalières, mais non plus aux salariés, cette fois-ci à l'employeur, qui lui-même ajoute à ces indemnités journalières un complément de salaire pour verser aux salariés en une seule fois, finalement, ces deux montants-là. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le maintien de salaire n'implique pas forcément la subrogation. C'est-à-dire que l'employeur peut décider de pratiquer un complément de salaire, quand bien même les indemnités journalières ont été versées directement aux salariés. Mais s'il décide de pratiquer la subrogation, à ce moment-là, il y a une obligation de maintien de salaire, en tout cas de complément de salaire qui va être fait. Et à ce moment-là, donc ça implique une gestion qui est un peu plus complexe de la part des entreprises, puisqu'il y a des calculs un peu différents et aussi évidemment de l'argent à aller chercher auprès de la sécurité sociale, ce qui n'est pas le cas si c'est la sécurité sociale qui verse directement ce montant aux salariés. Voilà, il y a deux fonctionnements très différents. Et en fonction de la situation dans laquelle vous vous trouvez, il y a de la gestion plus ou moins compliquée à avoir derrière. Et aujourd'hui, on va parler du coup de la subrogation, qui est la méthode finalement qui implique de votre côté le plus de rigueur, de gestion, de gestion. Rigueur, exactement. C'est le thème de ce webinaire, hein, le tout effectivement, avant de rentrer dans le vif du sujet. On va vous donner du coup cette rigueur, cette méthodologie. On va vous donner les outils et les astuces pour bien gérer. Mais avant tout ça, et je pense que vous l'avez tous bien à l'esprit, la gestion des IGSS, c'est un état d'esprit dans lequel il faut quand même être hyper motivé, hyper rigoureux. C'est chronophage et donc ce webinaire, il est là aussi pour vous donner cette motivation avec des clés, évidemment, c'est toujours mieux, pour ensuite partir serein pour toute l'année. Voilà, je te laisse, Clémence, sur ta partie. Ah oui. Donc, si on continue sur la subrogation et qu'on parle du fonctionnement désormais, en fait, le salarié, une fois qu'il a un arrêt de travail, l'envoie à la fois à son employeur, à la fois à la CPAM à laquelle il est rattaché. À ce moment-là, l'employeur reçoit évidemment ce document et le traite. Le traite à la fois dans sa paye, dans la DSN, et puis en lien également avec la CPAM de rattachement du salarié. Ensuite, il garde ce document évidemment bien archivé pour pouvoir s'en resservir potentiellement par la suite. En tout cas, il faut vraiment avoir une grosse rigueur sur cette gestion-là. La CPAM, de son côté, une fois qu'elle a reçu le certificat de travail et les informations de l'employeur, calcule combien à combien s'élèveront les indemnités journalières et les verse à l'entreprise. À ce moment-là, l'entreprise fait un rapprochement entre les IJSS qu'elle a potentiellement avancé, parce que finalement, en termes de temporalité, c'est pas parce que la CPAM se retrouve à faire un virement à l'entreprise correspondant aux indemnités journalières du salarié qui était en arrêt de travail, qu'en termes de délai, ça correspond exactement aux périodes de paye. Donc finalement, il y a ce rapprochement à faire là qu'il faut. Donc, il y a un rapprochement, il y a un calcul aussi à faire des potentiels écarts pour ensuite pouvoir savoir quel est l'argent qui a été avancé au salarié, quel sera l'argent qui sera remboursé par la CPAM, puis si ce n'est pas remboursé dans les temps, faire les démarches nécessaires. Voilà, donc ça, c'était vraiment le fonctionnement. On sait qu'il y a quelques initiés parmi vous qui ont bien ce fonctionnement. On va maintenant voir les impacts en chiffres. Et puis derrière, on ira voir la méthodologie pour gérer efficacement les IGSS. Les chiffres,
Donc, effectivement, on va parler d'un trompe-l'œil. C'est l'apparition de la DSL en 2017 qui était effectivement censée améliorer la récupération des IGSS, mais qui est un trompe-l'œil parce qu'en réalité, et on le verra tout à l'heure, les blocages sont dus déjà à l'humain, au fait que le salarié n'envoie pas son arrêt de travail à la CPM. Donc déjà, on est bloqué déjà dès la première étape. Donc ça, vous voyez, un salarié sur 10 en France oublie de le faire et un blocage sur 10 vient déjà du salarié. Ensuite, une fois que l'IGSS est de ces IGSS subrogés sont en attente de remboursement. Et c'est là où on va voir pourquoi ils sont en attente quelles sont les sources des blocages. Vous voyez, on a un rapide graphique où il y a vraiment deux causes qui se détachent. Celle qui est en bleu, où on constate que c'est dû à un dossier incomplet, et l'autre qui est dû à un retard dans le traitement des caisses. Voilà. Donc pour le dossier incomplet, 48%, c'est quand même extrêmement fort. Et donc on a mis une stat à côté, hein, concernant les dossiers incomplets, 80% sont dus à des arrêts de travail non reçus par les CPM. Donc vous voyez, ça concerne essentiellement le devoir, on va dire, des salariés qui n'envoient pas leurs arrêts au CPM. Et puis ensuite, 20% sont dus à des attestations de salaire manquantes ou rejetées. Et donc là, on parle plutôt de l'employeur qui n'a pas été au bout de son étape à lui. Voilà, c'est quand même des stats qui sont importantes. Et donc si d'abord on résout, on va dire, les problèmes humains, problèmes de rigueur, d'attention, on va résoudre pas mal de blocages CPM. Donc là, on est purement sur du préventif, hein, dans un premier temps. Ensuite, on va prendre un exemple pour se rendre compte tous ensemble des IGSS nets avancés par un employeur pour un collaborateur. Et attention, là, on a pris un exemple qui est plutôt... on a minimisé un petit peu l'engagement de l'entreprise sur les ISS, puisqu'on a pris un salarié ETAM avec au moins un an d'ancienneté, ça c'est le prérequis, pour une absence de 10 jours, donc on n'est pas allé chercher sur une énorme absence. Quelqu'un qui est au SMIC aussi, ça joue dans le montant avancé, hein. Le fait d'être au SMIC, c'est évidemment les montants sont plus petits, et on a pris une convention collective qui était simple. Voilà. Quelques données pour arriver au résultat dans l'encadré, et donc au bout du compte, l'entreprise va avancer 189 € d'IGSS. Donc effectivement, si c'est une somme qui n'est pas récupérée, et si on la multiplie par un certain nombre d'arrêts dans l'année, à la fin de l'année, ça peut peser dans la trésorerie de l'entreprise. Donc c'est des montants qui peuvent être anodins, comme ça, lorsqu'on les met à l'écran. Mais dès qu'on met un peu plus de complexité et dès qu'on ajoute tous les arrêts les uns au-dessus des autres, et ben tout de suite, ça peut faire des montants qui sont très importants. Pour vous donner un autre parallèle plutôt impressionnant cette fois-ci, donc la négligence des ISS peut représenter, alors on a aussi minimisé, mais peut représenter jusqu'à quasiment 500 000 € de trésorerie pour une société de 1000 salariés. Donc vous faites le parallèle, hein, avec vos tailles d'effectifs. Hein, vous êtes une centaine dans votre entreprise, vous avez le calcul qui est facile, hein, vous divisez par 10. Mais en tout cas, sur une société de 1000 salariés, et ben, ça représente la trésorerie de 20 collaborateurs au SMIC, par exemple. Et donc, c'est 2% de l'effectif qu'on ne peut pas recruter à la fin de l'année. Si on est en croissance et qu'on souhaite recruter, eh ben, on va être bloqué par des soucis de trésorerie parce qu'on a négligé le traitement des IGSS. Donc, vous voyez, ça, c'est des chiffres qui sont parlants, hein, tout de suite, on les met en rapport. C'est par exemple aussi des salariés qui sont ultra performants, qu'on ne peut pas augmenter, qu'on ne peut pas récompenser parce que la gestion n'est pas bonne et parce qu'on n'a pas appliqué une méthode efficace. Donc voilà, c'est plein de chiffres parlants qui sont là aussi pour vous inciter, pour vous motiver à appliquer la méthodologie qu'on va vous donner derrière et qui vous fera gagner beaucoup de temps et beaucoup de gains sur la récupération des sommes non récupérées. Ensuite, pour parler de quelques statistiques, donc aujourd'hui,
en France, hein, toujours en France, 42% des salariés se sont vus prescrire un arrêt maladie en 2022. Donc ça, c'est quelque chose qui est en hausse, qui rejoint le chiffre qui est en bas à droite, hein, la croissance annuelle moyenne des IJSS de 2019 à 2023. Donc, vous voyez, c'est sur une période qui est assez courte, 4 ans. Le Covid étant aussi passé par là, mais néanmoins, le Covid, même s'il est passé par là, c'est les entreprises au final qui en souffrent, puisqu'elles ont avancé la trésorerie qui n'est jamais revenue. Voilà, 60% des entreprises françaises pratiquent la subrogation, ça c'est une stat qu'on a donnée tout à l'heure. Et par rapport au cas pratique qu'on a fait juste avant, où on avait pris un cas sur 10 jours, vous voyez que la durée moyenne des arrêts en France, c'est 22 jours. Vous voyez qu'on a pris un chiffre qui était très bas tout à l'heure, mais en réalité, les chiffres sont beaucoup plus hauts en France. Donc, d'où l'importance de bien s'occuper des IJSS au quotidien. Maintenant que vous avez un petit peu tous les signaux qui déclenchent votre curiosité là-dessus, je vais redonner la main à Clémence qui va vous parler de la gestion efficace des IJSS. Merci Alexandre. Je vais d'abord commencer par représenter rapidement le cycle de recouvrement. Donc, on l'a dit tout à l'heure, il faut que le salarié envoie le certificat de travail à sa CPAM, l'employeur le reçoit, le saisit dans sa paye en DSN, archive ensuite cet arrêt. À la suite de quoi, c'est la CPAM qui prend le relais pour faire son calcul, le versement des IJSS directement à l'entreprise. L'employeur fait le rapprochement, ça en y était. Et une fois qu'il a fait le rapprochement entre les IJSS qu'il a avancés en versant directement aux collaborateurs et puis les IJSS que la CPAM a payés à l'entreprise, une fois qu'il y a ces écarts qui sont déterminés, il faut aller chercher justement ce complément. Et c'est un peu là l'objet de notre webinaire, c'est de se dire comment aller chercher, comment limiter le temps passé, parce que c'est des tâches extrêmement chronophages, et comment faire en sorte en fait que ce soit le plus fluide possible pour tout le monde. Donc, on identifie ces écarts, on échange avec la CPAM, on relance pour essayer justement de percevoir ces IJSS. On envoie les justificatifs à la CPAM, ça peut être par mail, par accusé de réception, ça peut être par appel, enfin, il y a plusieurs voies, on y reviendra. En tout cas, il y a un certain nombre de démarches à faire dans le temps, avec chacune des CPAM de chaque collaborateur, avec la CPAM de chaque collaborateur en fonction du territoire de rattachement. Et puis l'idée, c'est finalement d'arriver à un rapprochement évident entre ce que la CPAM a pu verser à l'entreprise et ce que l'entreprise a avancé aux salariés. Donc voilà, il y a quand même un vrai temps, un vrai moment à prendre pour les entreprises pour se poser, pour comprendre et pour agir sur ce recouvrement-là. Il y a évidemment, là, c'est quand on subit ces écarts, il est possible d'agir en amont, en gérant les incohérences, en gérant les rejets, finalement, dès la réception des arrêts de travail, dès la saisie des arrêts de travail en DSN. On y reviendra un petit peu plus tard, mais du coup, il y a quelque chose à faire en amont et quelque chose à faire en aval pour limiter ce traitement qui, je le disais, est très chronophage. Alors, en amont, du coup, travailler peut-être sur le process interne. Finalement, Alexandre le disait tout à l'heure, il faut d'abord évidemment inciter les salariés à envoyer les arrêts à la CPAM. Alors ça peut être très simple, ça peut être une fois que vous êtes au courant de l'arrêt d'un collaborateur, simplement lui envoyer par retour de mail, se questionner sur est-ce que l'arrêt a été envoyé. Évidemment, le faire dans les règles, puisque vous ne pouvez pas communiquer si facilement avec un collaborateur en arrêt de travail, mais voilà, il faut inciter, communiquer au maximum avec les collaborateurs sur cette nécessité d'envoyer évidemment les arrêts dans les temps à sa CPAM. Et puis évidemment définir les actions de chaque partie prenante, parce que une fois que vous, en tant qu'entreprise, vous avez reçu l'arrêt de travail, qui fait quoi, dans quel délai, comment ça se passe, parce que j'en parle peu, mais évidemment il y a une notion de délai là-dedans. Comment faire pour que ça, pour que ce soit fluide de votre côté, travailler vraiment sur ces process-là
pour que chacun sache les tâches qui lui sont, dont il est responsable. Ça, c'est vraiment sur la partie, finalement, envoi de certificat de travail, réception de l'arrêt, pour avoir le temps, évidemment, de le faire passer en DSN, saisir les arrêts. Et après, dans cette saisie des arrêts de travail en paye, il y a des outils, évidemment, qui peuvent permettre d'être plus efficaces. Et donc là, on passe sur le deuxième volet d'action, c'est s'équiper d'outils, ou en tout cas bien connaître les outils que vous avez en paye pour simplifier le traitement de ces IJSS. Et notamment, on peut parler de Silay, puisque c'est un des logiciels avec lesquels on travaille. Silay est connecté du coup directement aux organismes, et finalement, ça se fait en 2 clics. Il n'y a pas énormément finalement de gestion de votre côté à faire. Ensuite, il faut archiver les arrêts de travail et ensuite rapprocher tout ça. Mais pour reparler des outils comme Silay peut le faire, et ben, il y a des tableaux de rapprochement que Silay peut faire automatiquement. Alors, je parle de Silay, mais finalement, certains d'entre vous ont peut-être d'autres logiciels de paye. Et donc, évidemment, il y a aussi des actions qui peuvent être mises en place. Comme on connaît particulièrement Silay, bon, c'est pour ça que je me permets d'en parler. Mais voilà, c'est important aussi de bien connaître vos outils de paye pour les optimiser, pour optimiser leur utilisation. Le cycle du recouvrement, cette fois-ci, bon, bah, maintenant qu'on a parlé de la partie amont, parlons de la partie aval, donc toute cette partie identification des écarts par salarié et par arrêt de travail, échange avec les CPAM, puisqu'évidemment, on est sur des CPAM territoriales, pour déterminer l'origine des écarts, relancer pour avoir enfin ce recouvrement des IJSS, récupérer évidemment, redonner des éléments qui ont pu échapper au CPAM. Enfin voilà, ça c'est vraiment la partie aval. À ce moment-là, ça peut se faire de 3 manières. La première, finalement, celle qui prendra le moins de temps, c'est par voie de courrier électronique, de mail. L'objectif, c'est vraiment d'inciter finalement à avoir une intervention humaine. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, aujourd'hui, finalement, tout est assez automatisé. Et donc, il y a de l'intervention de l'intelligence artificielle aussi, qui fait qu'il n'y a pas forcément d'intervention humaine derrière chaque arrêt de travail que la CPAM peut recevoir. Donc, en envoyant un mail, il y a une personne de la CPAM qui va se pencher finalement sur le dossier, qui va regarder et qui va pouvoir faire des déblocages assez simples. Ça peut être une rature sur un document, ça peut être un document qui a mal été scanné. Enfin voilà, ça peut être très, très basique comme problème, mais ça cause un blocage. Et donc, vous, en tant qu'entreprise, si vous ne regardez pas et si vous n'agissez pas là-dessus, ben, en fait, vous ne recevrez pas les indemnités journalières correspondantes. Donc ça, c'est la première partie, c'est sur la partie mail. Si rien n'avance suite à l'intervention par mail, je le rappelle, c'est par collaborateur et en fonction des arrêts, il est possible de relancer par lettre commandée avec accusé de réception. Alors ça, pour le coup, c'est soit parce que les équipes de la CPAM, finalement, elles sont complètement surchargées et elles n'ont pas eu le temps de traiter le mail que vous avez envoyé, soit parce que l'incident est plus complexe et à ce moment-là, ça leur rappelle de se repencher sur le dossier. Quand je parle de dossier salarié, finalement, un collaborateur qui est absent, qui a un arrêt de travail au cours de l'année ou un collaborateur qui en a 40, ça revient exactement à la même chose dans le sens où on est sur un dossier salarié. Évidemment, il faut ensuite que chacun des arrêts soit épluché, mais en tout cas, il est possible par mail ou par lettre recommandée de remonter des dossiers salariés avec l'intégralité finalement des arrêts d'un même salarié au cours de l'année. Donc là, c'est par lettre recommandée. Et enfin, la dernière voie, quand rien n'avance ni par mail ni par lettre recommandée, c'est les appels. Alors, globalement, les appels, évidemment, ça vous demande plus de temps. Il n'y a pas de miracle là-dessus. Vous, de votre côté, on dit à peu près que c'est 45 minutes pour avoir un interlocuteur de la CPAM sans rendez-vous. Donc voilà, on ne va pas se mentir, ça prend du temps. Après, l'enjeu est aussi important puisqu'il y a un enjeu important en termes de trésorerie qui permettra ensuite de développer l'entreprise et gérer ses ressources humaines
un petit peu différemment. Mais quand on appelle sans rendez-vous, il est possible de traiter 2 dossiers avec une même CPAM, puisque je le redis, c'est territorial les CPAM. Donc par exemple, la CPAM du Rhône, si je les appelle demain, il est possible de traiter 2 dossiers, en tout cas de parler des arrêts de 2 collaborateurs, de 2 salariés. Les arrêts de ces 2 salariés, à ce moment-là, il y a quelqu'un au bout du fil qui va répondre, qui va vous dire peut-être qu'il me manque un document, peut-être que finalement le document est mal complété, peut-être que c'était pas clair dans la transmission. Enfin, voilà, et donc là, vous allez pouvoir ensemble trouver des solutions au problème. Je dis 2 dossiers d'une même CPAM par coup de fil parce qu'en fait, finalement, vous ne pouvez pas, même si on est sur la CPAM du Rhône, vous ne pouvez pas faire une liste de tous vos problèmes que vous allez avoir avec des collaborateurs de cette même CPAM, puisqu'en fait, c'est limité à 2. En fait, un agent au téléphone ne peut traiter que 2 dossiers. Si vous décidez de prendre rendez-vous avec un agent, à ce moment-là, il bloque un créneau. Et là, vous pouvez aller jusqu'à 5 dossiers d'une même CPAM, donc ça permet d'aller un petit peu plus vite. En même temps, ça évite les temps d'attente trop longs. Donc, globalement, la méthodologie qu'on recommande, c'est mail, lettre recommandée et prise de rendez-vous avec les CPAM pour vous éviter de vous faire perdre trop de temps. Voilà, donc ça, c'est très important ce que dit Clémence, hein, le conseil qu'on vous donne. Ces 3 étapes, c'est une séquence. D'accord? C'est pas, on ne va pas privilégier l'une ou l'autre des étapes, c'est une séquence. Donc on vous conseille, la méthodologie, elle doit être appliquée strictement, c'est-à-dire d'abord le mail. Si le mail ne donne rien, on fait une lettre. Si la lettre ne donne rien, on appelle en privilégiant, évidemment, la prise de rendez-vous. La prise de rendez-vous vous évitant 45 minutes d'attente et elle vous permet aussi de passer plus de dossiers, passer jusqu'à 5 dossiers. Donc vraiment, c'est suivre cette séquence-là qui va au quotidien déjà vous faire gagner un temps considérable puisque vous n'appelez pas à tort et à travers. Hein. Vous allez déjà résoudre un certain nombre de cas de blocage rien que par le mail, vous verrez. Et ensuite, les appels, c'est vraiment pour tout ce qui n'a pas été résolu, les problèmes bloquants. Et quand on applique la règle du rendez-vous, derrière, ça permet d'en passer beaucoup plus. Donc vraiment, il faut être, si on est rigoureux sur cette séquence-là, vous allez avoir beaucoup plus de résultats pour un temps passé largement diminué. Et j'insiste aussi sur une notion qu'on a peu ou pas abordée, c'est la notion de prescription. C'est-à-dire que finalement, vous n'allez pas pouvoir revenir sur les arrêts des 10 dernières années. La prescription des IJSS, c'est le premier jour du trimestre qui suit les 2 ans de l'absence. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut traiter de votre côté de manière régulière, assurer un suivi qui est hyper rigoureux pour être sûr de ne pas dépasser ce délai de prescription et finalement perdre ces sous que vous auriez pu obtenir de la CPAM suite aux arrêts de travail de vos collaborateurs. Bon, avant le webinaire, vous avez posé quelques questions au moment de votre inscription, notamment est-ce que la gestion courante des IJSS était une problématique pour vous? Il y en a une très grande majorité qui ont répondu oui, et donc typiquement, cette méthodologie, elle est pour vous. Même pour les initiés, on a souvent des clients qui sont initiés, ça fait très longtemps qu'ils sont sur le monde du RH, et pourtant, on constate que la méthodologie est pas la bonne, qu'il y a beaucoup de pertes de temps là où on pourrait en gagner, que les montants récupérés sont pas significatifs, donc c'est pas intéressant pour l'entreprise. Donc voilà, il faut bien appliquer cette méthodologie qui est en 2 temps, expliquée par Clémence, méthodologie préventive, où là, on fait un gros boulot d'explication, de communication auprès des salariés pour déjà passer la barrière du blocage qui est l'erreur d'envoi de l'arrêt. Et puis ensuite, la méthodologie en aval avec les échanges avec les CPM. Voilà. Clémence, c'était bon là-dessus? C'est clair, c'est bon pour moi. Eh bien, très bien. Donc, pour finir, quelques conseils pour la suite. Pêle-mêle. Donc ça, c'est plutôt pour vous, c'est pour vous repartiez directement là, tout de suite après ce webinaire avec quelques conseils à appliquer, très rapide, très simple. Voilà, quel état d'esprit adopter? Il ne faut surtout pas penser que la gestion des IJSS est automatique avec l'arrivée de l'informatique et de l'IA. Au contraire,
comme on l'a vu, l'IA permet de bloquer et donc d'être trop binaire de temps en temps. Et donc, c'est pour ça que l'humain doit avoir sa place là-dedans. Et donc, c'est l'humain qui va imposer la gestion rigoureuse et faire que la gestion sera efficace derrière. Ensuite, quelle action rapide vous pouvez faire dès demain? Bah, ça, c'est très simple. Dès demain, vous pouvez faire une communication à vos salariés. Puisque, comme l'a dit Clémence, c'est très délicat de parler avec des salariés qui sont en arrêt. Donc, autant le faire avant. Et donc, dès demain, vous pouvez organiser une communication à vos salariés, puisqu'effectivement, comme on l'a vu encore une fois sur les stats, beaucoup d'entre eux ne sont pas au courant, n'envoient pas, par simple oubli, ne l'envoient pas parce qu'ils ne sont pas au courant qu'il faut envoyer à la CPM. Ça peut arriver, hein, ça peut paraître idiot ce qu'on dit, mais ça l'est pas. Donc là, faire une communication, voilà, réunir tout le monde autour d'un petit déjeuner, réunir tout le monde autour d'un événement, et puis glisser cette communication qui est censée leur apporter un avantage, hein. On le rappelle, la subrogation est un avantage pour eux. Donc il faut que tout le monde puisse y gagner, et eux et l'entreprise. Et pour ça, il faut le tourner dans le bon sens et donner une communication. On peut aussi communiquer par message, mail, comme vous voulez, mais c'est important régulièrement de faire cette communication-là, et aux anciens et aux nouveaux. Voilà, on n'y perd rien à faire ça. Donc dès demain, vous pouvez lancer une communication sur le sujet. Et enfin, quel conseil pour gagner du temps au quotidien? Ça, je pense que vous l'avez compris, on l'a assez martelé. C'est la rigueur. Donc définir une action mensuelle. Donc ça, c'est vraiment pour vous, une action mensuelle où vous allez passer 2 heures ou bien une demi-journée par mois à d'abord identifier tous les IJSS non remboursés. Et ensuite, une fois que vous avez identifié ça, eh ben, c'est d'appliquer la méthode mail, lettre et appel sur rendez-vous. Et vous verrez que si chaque mois, vous dites que le 10 du mois, vous faites cette action-là, et ben vous verrez qu'au quotidien, vous aurez plus ce trac-là en tête. C'est une action qui reviendra tout le temps. Et surtout, bah, au niveau de la trésorerie, vous aurez énormément de gains là-dessus. Voilà. Donc ça, c'était pour les petits conseils à appliquer tout de suite. On vous les conseille vivement. Je rajoute, je vois dans le chat quelqu'un qui demande comment prendre rendez-vous. Comment prendre un rendez-vous téléphonique? En fait, il suffit d'appeler la CPM. Donc, en effet, au début, il faut attendre ces fameux 45 minutes. Vous traitez le dossier et à l'issue de ces 2 dossiers, vous demandez à prendre rendez-vous pour traiter plus de dossiers par la suite. À ce moment-là, le conseiller vous donne un créneau. Enfin, vous convenez évidemment d'un créneau, mais il vous fait plusieurs propositions. Et à ce moment-là, c'est directement le conseiller qui vous rappelle au créneau et évidemment le jour déterminé ensemble. Donc ça permet bien sûr de s'éviter la phase des 45 minutes d'attente au téléphone que vous avez fait la première fois. À l'issue finalement de ce premier rendez-vous, vous pouvez en prendre un deuxième, un troisième, enfin voilà. Et ça devient un cercle vertueux, puisqu'à chaque fois, vous repositionnez le rendez-vous et la personne de la CPM vous rappelle pour 5 dossiers, puis vous repositionnez et ainsi de suite. Et ça vous permet de tenir ce rythme-là. Voilà, donc on arrive quasiment à la fin. On n'est pas encore au bout. Il nous reste quelques infos à vous donner. Mais en tout cas, on espère que ce webinaire vous a fait prendre conscience de l'importance de la gestion des IJSS, tant pour votre trésorerie que pour aussi, on l'a vu, la marque employeur. Voilà, donc pour ça, 3 solutions, mais c'est vraiment pour résumer, soit une gestion interne rigoureuse, soit externaliser la gestion courante, ça existe aussi. Certains de nos clients nous confient la gestion courante des IJSS. Et puis aussi, aller chercher ce qu'on n'a pas récupéré sur le passé. On se rend compte qu'on a un montant IJstock assez important. Et donc là, c'est de faire une action flash dès maintenant, dès demain, pour aller récupérer les montants non récupérés. Pour ça, pour la 3e étape, donc 2 cadeaux à vous offrir. Pour ceux qui ne sont pas encore clients, on vous offre une demi-journée d'audit avec un expert pour définir justement la stratégie pour aller récupérer ces IJSS. Et puis pour les clients Fortify, voilà, privilège quand même pour les clients Fortify, une journée offerte pour aller sur cette mission de récupération des IJstocks.
que l'on n'arrive pas à récupérer. Pour terminer, sur cette mission, quelques cas clients que l'on vous propose. Alors, on a masqué hein, les identités clients. On a fait cette mission-là pour un groupe français dans le secteur du transport. Il y avait une somme assez petite à récupérer. Alors, c'est toujours important, hein, on parle de 50 000 € dans cet exemple-là, c'est toujours important, mais on a plein de missions sur lesquelles il y a beaucoup plus que ça à aller chercher. Voilà, mais en tout cas, ce client-là, il avait voulu s'en occuper dès 50 000 €, c'est très bien. Et donc, l'objectif sur une mission comme ça, on le fixe avec le client, mais c'est toujours minimum d'aller récupérer 70% des montants identifiés dans les 3 premiers mois. Voilà, donc là, ça équivalait à 35 000 €. Bilan à 3 mois, on avait récupéré 88% des montants. On vous donne une réussite, mais vous allez voir que c'est pas toujours une réussite. Et pourquoi c'est pas toujours une réussite? Eh bien, c'est parce qu'on s'en est mal occupé dès le début. C'est le cas, par exemple, donc de ce client-là, pour lequel on avait fait la mission. Donc, c'est une association renommée internationale dans l'aide humanitaire. Là, il y avait un montant très, très important, 800 000 € à récupérer. Donc, vous voyez, ça fait un trou considérable pour la trésorerie. Donc là, on va dire le constat, il était bien, et puis le service RH était alarmé par ça. Donc on a pu aller récupérer un certain montant, mais on n'a pas pu récupérer l'objectif fixé au départ, qui était de dire on va récupérer 70% des montants identifiés dans les 3 premiers mois. On avait récupéré un petit peu moins, on avait récupéré 300 000 €, donc soit 38% de l'objectif. Donc voilà, c'est 300 000 €, ça reste quand même considérable, c'est toujours mieux que rien. Mais si on s'y prend plus tôt, on peut aller récupérer beaucoup plus. Voilà. Pourquoi l'objectif n'a pas été atteint? Je vous donne quelques clés. Et ben, depuis le temps, il y avait prescription, il y avait des sirettes qui étaient fermées ou inconnues de la part des CPM, des montants déjà remboursés, donc ce qui faisait aussi baisser le montant restant à recouvrir, et puis des remboursements qui ont été refusés pour diverses raisons. Mais en tout cas, le constat final a été de dire on ne s'y est pas pris assez tôt, et donc on n'a pas pu récupérer tout ce qu'on voulait récupérer. Donc là, le client en a bien pris conscience, et depuis, il a une gestion beaucoup plus rigoureuse de ses IGSS. Et pour terminer, une mission qui est en cours, pour lequel on ne dévoilera pas le nom non plus. Et ici, on a 300 000 € à aller récupérer. On en est à peu près à 1 mois de mission. Donc là, l'objectif, on fera le point avec le client dans 2 mois. Et donc, toujours l'objectif d'aller récupérer 70% des montants identifiés. Il est quasiment 15h15, donc il est 15h14. On a vu passer beaucoup de questions. Alors, je me suis permise de répondre en live et puis de répondre directement en indiquant une adresse mail où est-ce que vous pouvez envoyer évidemment vos questions par rapport au problème de recouvrement des IJSS. Je vois, il nous reste une question auquel on n'a pas répondu. C'était la question: avez-vous un outil de suivi et de rapprochement des IJSS? Je le disais tout à l'heure, je me suis permise de parler de Silay puisque c'est un outil avec lequel on travaille. Et donc, Silay propose un rapprochement. Après, ce n'est pas le seul logiciel de paye qui le permet. La meilleure manière, évidemment, d'avoir cette donnée-là, c'est évidemment vous de vous pencher sur le sujet, d'aller chercher l'information via votre solution de paye. Et puis, si jamais les informations fournies ne sont pas suffisamment claires, à ce moment-là, ce sera quelque chose de beaucoup plus manuel à faire de votre côté. Mais sachez qu'il est quand même important et ça peut être intéressant de se pencher sur la solution de paye que vous avez et l'outil de rapprochement que ça peut faire automatiquement, puisque ça vous permettra de gagner du temps considérablement. Et Silay le permet pour information pour ceux qui sont sur Silay. Voilà, bonne idée Clémence d'avoir donné une adresse mail. On peut aussi donner la nôtre pour que vous puissiez continuer à poser vos questions à l'un d'entre nous, que ce soit Géraldine, Clémence ou moi. Donc on va vous donner l'adresse mail donc sur la discussion.
Et donc, toutes les questions qui ont été posées là et toutes les questions qui seront posées en privé sur l'adresse mail, on en fera un résumé pour tout le monde, qu'on enverra avec les réponses aux questions, qu'on enverra aussi avec le replay. Voilà, donc merci à tout le monde. On espère que vous êtes bien motivés maintenant pour aller récupérer un maximum de trésorerie. Si vous avez d'autres questions, d'autres problématiques et besoin de faire une mission là-dessus avec nous, on s'en parle. Et puis on ira chercher tout ça ensemble. Merci à tous. Merci. Merci. Bonne journée. Et puis rendez-vous au prochain webinar. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.